Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. C'est un plaisir d'être ici parmi vous dans ces cadres magnifiques et à la fois terribles pour parler de justice transitionnelle et la place de la mémoire dans ces justices. Je ne vais pas évoquer la définition du terme de la mémoire, ça a été déjà fait par Stéphane ce matin. Je vais m'attarder un peu sur la notion de justice transitionnelle en disant que c'est un sujet, un domaine, une discipline qui est née de manière assez récente, à partir des années 90. On connaît les premiers ouvrages, les premiers travaux qui évoquent de manière précise les termes justice transitionnelle. Et ça vient en réalité de l'anglais, c'est transitional justice qu'on a traduit comme justice transitionnelle, justice de transition ou parfois justice du post-conflit. C'est quoi la justice transitionnelle? En fait, c'est une manière d'aborder les crimes qui ont été commis pendant des périodes de dictature ou des conflits armés. Dans des contextes assez particuliers, Sandrine Lefranc l'a déjà expliqué, ce sont des contextes complexes, des pacifications ou des réconciliations, des démocratisations dans lesquelles il est difficile de rendre la justice et il faut créer des dispositifs, des mécanismes de justice alternatifs différents à la justice ordinaire. Et dans cette logique, les Nations Unies ont proposé une définition de la justice transitionnelle comme l'éventail complet des divers processus et mécanismes qui sont mis en place par une société pour tenter de faire face aux exactions massives commises dans le passé en vue d'établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation. Cette définition des Nations Unies, qui est assez citée et qui fait consensus dans la doctrine, ne me convient pas totalement parce qu'en fait, elle est téléologique, elle cherche des buts assez précis, la réconciliation, la responsabilité, la justice, et je pense que ce n'est pas forcément le cas, en tout cas c'est assez discursif. Donc, dans le cadre de ma thèse doctorale, je me suis proposé de donner une définition juridique de la justice transitionnelle et mon approche, c'était surtout de différencier la justice transitionnelle de la justice ordinaire. Et j'ai proposé une définition comme un régime juridique qui a trois caractéristiques. Les caractères dérogatoires de la justice ordinaire. Un deuxième caractère, c'est son caractère rétroactif vers des crimes qui ont été commis par le passé. Et un troisième élément, c'est les caractères ad hoc confectionnés pour des situations bien précises dans des sociétés assez particulières. Et dans ces domaines de la justice transitionnelle, il est commun d'évoquer les piliers de la justice transitionnelle. En réalité, on va dire qu'il y en a quatre. Il y a les droits à la vérité, les droits à la justice, les droits à la réparation et les garanties de non-répétition. Et derrière ces piliers, il y a une idée qui est centrale dans la justice transitionnelle, c'est la place de la victime. En réalité, si vous analysez ces quatre piliers de la justice transitionnelle, c'est finalement les droits des victimes qui sont autour donc de la construction de cette justice alternative. Néanmoins, et c'est assez récent, les rapporteurs des Nations Unies pour la justice transitionnelle, c'est un rapporteur qui a été créé en 2011 dans les conseils des droits de l'homme des Nations Unies, il a évoqué dans un rapport récent la mémoire comme cinquième pilier de la justice transitionnelle. Donc il y aurait là une évolution, une création d'un cinquième pilier, donc dans ces domaines de la justice transitionnelle, et je me suis permis, en tout cas c'était l'objectif de cette présentation d'aujourd'hui, d'analyser quelle serait la conséquence de la création d'un cinquième pilier de la justice transitionnelle et concrètement la mémoire en tant que pilier autonome de cette justice transitionnelle. Et il me semble que c'est une idée qui est assez intéressante, qui doit s'expliquer en raison des deux mouvements, et ce sont les deux grandes parties de mon exposé, c'est la redécouverte de la mémoire dans la justice transitionnelle, en premier moment, et ensuite, en deuxième moment, sur l'émancipation de la mémoire comme pilier autonome de la justice transitionnelle. Pourquoi une redécouverte? Finalement, la mémoire est au centre, est au cœur de la justice transitionnelle depuis toujours. En fait, la mémoire fait partie
des objectifs principaux de la justice transitionnelle parce qu'il s'agit de reconstruire un passé, de représenter un passé, de rendre vif une mémoire dans le cadre d'une réconciliation, d'une pacification, d'une démocratisation. Et dans cette logique, tous les mécanismes de justice transitionnelle ont un lien particulier avec la mémoire. Si on commence à analyser les 4 piliers de la justice transitionnelle, on va se rendre compte qu'il y a eu un phénomène d'absorption de la mémoire dans les piliers classiques de la justice transitionnelle. En réalité, dans chacun de ces piliers que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a un aspect qui est lié à la mémoire. Par exemple, les droits à la justice. Dans les procès, on vise à créer un récit judiciaire, et parfois on a tendance à faire un lien avec la mémoire, avec l'histoire. Et il y a pas mal de débats sur les rôles du juge et de l'historien dans le cadre des procès judiciaires. Néanmoins, il y a une particularité de la justice transitionnelle, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est un péché original de la justice transitionnelle parce qu'en réalité, les procès judiciaires sont l'exception dans ce type de justice et pendant longtemps, la justice transitionnelle était caractérisée par les amnisties. Les lois d'amnistie qui ont été promulguées en Espagne en 1977 et ce modèle d'amnistie a été reproduit dans la plupart des pays d'Amérique latine dans le cadre des transitions démocratiques. Et il y a quand même quelque chose qui est très intéressant à relever vis-à-vis des amnisties, c'est les liens avec l'amnésie. En fait, c'est une racine commune du mot amnistie, et il s'agit là d'effacer les caractères criminels des faits du passé. Donc en fait, les amnisties vont jouer un rôle d'effacement, d'oubli d'une mémoire qui pose problème dans un contexte particulier. Et dans ces cadres-là, finalement, l'aspect de la justice va en quelque sorte être occulté, ou en tout cas va viser de rendre la mémoire difficile à exprimer, ou en tout cas va écarter cette mémoire d'un cadre bien précis, du cadre institutionnel des procès. Et il y a un phénomène qui est assez intéressant, cette mémoire va être déplacée vers un deuxième mécanisme qui correspond à un deuxième pilier, c'est le pilier de la vérité. Et on l'a évoqué tout à l'heure, dans la plupart des contextes de justice transitionnelle, il y a des commissions vérité qui ont été établies, qui visent à rétablir ce qui s'est passé, donc d'aller voir dans le passé pour reconstruire un récit commun des exactions qui ont été commises. Donc on voit que dans le cadre du droit à la vérité, il y a la mémoire qui revient ici, et l'objectif finalement c'est de rendre la voix aux victimes, qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent raconter leur histoire, mais il y a quand même un défaut naturel dans ce type de justice transitionnelle caractérisé par les commissions vérité, c'est l'absence d'un récit des responsables des crimes, parce qu'ils ne participent pas, sauf à l'exception de l'Afrique du Sud, parce qu'il y avait l'amnistie derrière, mais dans la plupart des commissions vérité, les responsables des crimes ne participent pas. Il y a un troisième mécanisme de justice transitionnelle, les droits à la réparation. Et là, encore une fois, on voit la mémoire émerger, parce que finalement, dans les contextes des réparations, on va viser la satisfaction des victimes, l'établissement d'une vérité, la possibilité de s'excuser, de demander pardon aux victimes, de construire des mémoriaux, des excuses publiques, des commémorations qui font partie donc de ce troisième pilier, la réparation. Et en dernier terme, il y a aussi la garantie de non-répétition, et on va faire jouer un rôle performatif à la mémoire, parce que l'objectif c'est de se rappeler de ce qui s'est passé pour ne pas le reproduire. Donc la mémoire, en quelque sorte, va jouer un rôle de patrimoine commun de cette société afin qu'elle ne reproduise plus ce qui s'est passé. Donc on voit que finalement, la mémoire était toujours là, derrière les 4 piliers classiques de la justice transitionnelle. Sauf que cette mémoire-là était absorbée. Et
en fait, en réalité, le protagonisme principal, c'était les 4 piliers classiques de la justice transitionnelle. Mais il y a un deuxième phénomène récent, c'est la mise en lumière de la mémoire au sein de la justice transitionnelle. Pourquoi les rapporteurs des Nations Unies viennent nous dire qu'il y a ces 5e piliers? Et en fait, moi, je pense que c'est en raison d'un contexte particulier d'aujourd'hui, d'une évolution de la justice transitionnelle dans les temps. En fait, la justice transitionnelle, dans la plupart des pays du monde, est ancienne, ou en tout cas a été mise en place à partir des années 90. On a établi des commissions vérité un peu partout, on a parfois fait des procès, mais finalement, on s'est rendu compte que ça n'a pas satisfait totalement les expectatives des victimes. Malgré tous les efforts qu'on a déployés pour cette justice transitionnelle, on se rend compte qu'il y a encore des difficultés. Les procès n'ont pas arrivé, n'ont pas réussi à créer un récit commun de ce qui s'est passé. Par exemple, dans les cas de l'ex-Yougoslavie, les procès pénaux n'ont pas produit un consensus de la manière comme la population, la société va raconter, va commémorer les passés. Et on voit aussi que dans la plupart des pays d'Amérique latine, les commissions vérité ont joué un rôle, mais n'ont pas réussi à convaincre finalement l'ensemble de la population. Donc on voit qu'il y a des défauts dans cette justice transitionnelle, qu'il manque quelque chose, et peut-être c'est quelque chose, ce sont les politiques de mémoire. Et dans ce contexte-là, je pense que la mémoire, en réalité, ce n'est pas un 5e pilier. Je pense que la mémoire, c'est quand même une clé de voûte qui va permettre de relier tous les travaux qui ont été faits autour des 4 piliers de la justice transitionnelle. De mon point de vue, il ne s'agit pas ici de créer un 5e pilier parce que finalement, on se rend compte que la mémoire a été toujours là. Il s'agit simplement de lui donner un rôle principal. Et je vais expliquer un peu plus tard comment on pourrait le faire. Il y a aussi un contexte particulier aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte aussi que la plupart des pays occidentaux qui ont un passé colonial commencent à se poser des questions sur ces situations-là. En fait, dans la plupart des pays européens, on commence à faire un bilan de ce qui a été la colonisation. Sauf que dans ces processus mémorieux dans lesquels il y a beaucoup de temps qui a passé, finalement, on ne peut pas appliquer les mécanismes classiques de la justice transitionnelle. Il n'y a plus des personnes qui sont responsables de ces faits, il n'y a plus de victimes vivantes. En fait, ils font un travail différent. Et peut-être là, il y a aussi une raison qui pourrait expliquer pourquoi la mémoire revient devant la scène et on vise aujourd'hui à lui donner un rôle principal. Dans cette logique, et je vais passer maintenant à mon 12e temps, il s'agit donc maintenant d'émanciper la justice transitionnelle comme un pilier autonome de la justice transitionnelle. Et dans cette logique, ce qu'il faut comprendre, c'est finalement que la mémoire doit répondre, ou plutôt doit pouvoir s'exprimer tel qu'il est. Et dans cette logique, elle ne peut pas continuer à être absorbée, attrapée, encadrée par les autres mécanismes de justice transitionnelle. Et dans cette logique d'émancipation, je pense qu'il y a 2 idées à retenir. C'est la mémoire doit garder sa diversité et elle doit garder aussi sa complexité. La mémoire, en réalité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encadrer, qu'on ne peut pas dominer. La mémoire, elle est diverse, elle est plurielle, elle est multiple. En fait, il est possible d'essayer d'établir une sorte de cartographie de la mémoire et on peut identifier un champ de bataille des mémoires conflictuelles qui coexistent, qui se font parfois la guerre dans les contextes de pacification ou de démocratisation. Mais c'est tout à fait normal, parce qu'il n'y a pas une seule mémoire. En fait, il y a toujours plusieurs mémoires. Et dans cette champ de bataille, on peut identifier, par exemple, la mémoire institutionnelle, celle qui est produite, promue par l'institution, par l'État, les autorités publiques, et il y aurait aussi dans ces champs de bataille une mémoire antagoniste, subversive,
qui va s'opposer aux mémoires institutionnelles. Et dans cette logique, il faut rendre hommage à la complexité parce qu'il ne s'agit pas là d'une seule mémoire institutionnelle, d'une seule mémoire subversive. Il y a plusieurs mémoires qui s'expriment aussi. Dans les cadres institutionnels, il y a les mémoires qui sont produites par les procès, pas seulement les procès pénaux, il y a aussi les procès administratifs, les procès civils, les procès des responsabilités internationales. Il y a tout un cadre judiciaire qui produit la mémoire. Mais il y a aussi d'autres cadres institutionnels, notamment les commissions vérité, les programmes de réparation. Et dans l'autre côté, il y a aussi une pluralité des mémoires qui doivent s'exprimer, qui vont aller à l'encontre finalement d'un récit officiel. Et cela fait partie aussi des situations contextuelles, conflictuelles des justices transitionnelles. Il y a une différence, et je pense que là, il y a quelque chose qui doit être dit, c'est le caractère conflictuel de la mémoire, ce n'est pas une mauvaise chose, en réalité, sauf si ce conflit s'est produit dans un cadre démocratique. La démocratie ne signifie pas l'homogénéité. Il s'agit donc d'avoir une coexistence de mémoires qui puisse se parler et de ne pas aller vers la guerre, vers la mort, vers les exactions du passé. Mais c'est encore plus divers que ça. Ce n'est pas seulement un échiquier dans lequel il y a l'institution et la société civile, il y a aussi un autre type de mémoire qui coexiste, ce sont les mémoires alternatives, les mémoires artistiques, les mémoires réservées qui ne sortent jamais dans l'espace public, les mémoires des familles qui se racontent ce qui s'est passé en petit comité, en privé, et il y a même les mémoires qu'on pourrait qualifier de mémoires oubliées. Parce que ça, je pense que c'est aussi intéressant, l'oubli, ce n'est pas le contraire de la mémoire. La mémoire est remplie d'oubli. On ne peut pas tout se rappeler, ce n'est pas possible. La mémoire est sélective. Et dans ces contextes de construction de la mémoire, il y a beaucoup d'oublis qui émergent, qui font partie de ces mémoires. Et ça renvoie à un dernier élément, dans la logique d'émancipation de la mémoire dans les cadres de la justice transitionnelle, cette mémoire-là doit garder aussi sa complexité. Et lorsqu'on va évoquer la question de la complexité, il s'agit ici concrètement du rôle de l'État. Quel serait le rôle de l'État dans ces contextes de mémoire plurielle? Il ne s'agit pas ici d'un rôle d'instrumentalisation. Et ça peut arriver dans des contextes de justice transitionnelle que l'État veuille s'emparer des mémoires afin de construire un récit qui convient finalement aux autorités qui se trouvent au pouvoir. Et le danger d'instrumentalisation de la mémoire est toujours présent dans les contextes de justice transitionnelle. Donc on doit se méfier de ce type de mémoire homogène dictée par l'État. Peut-être les rôles de l'État pourraient être plutôt d'un instigateur de la mémoire, mais dans le sens de permettre l'expression des mémoires. Les rôles de l'État, finalement, pourraient être celui d'un tiers, d'un arbitre des mémoires qui coexistent. Et dans cette logique de coexistence et de complexité, il y a différentes manières dans lesquelles les politiques de mémoire peuvent s'exprimer. Et on peut évoquer 5. Il y a un premier aspect, c'est la politique patrimoniale de la mémoire, la construction des statues, des monuments, des mémoriaux, des plaques, des commémorations, des archives qui font partie du patrimoine et du droit patrimonial. Et dans cette logique, pour ne pas rentrer dans une contradiction, le rôle de l'État serait de donner la parole aux victimes. Ce n'est pas à lui d'imposer les cadres mémoriels patrimoniaux, c'est de permettre aux victimes de pouvoir créer quelle serait l'expression de cette mémoire patrimoniale. Il y aurait un deuxième aspect, c'est l'aspect commémoratif. Il s'agit là des cérémonies, il s'agit également des jours de mémoire qui pourraient être établis dans des contextes de justice transitionnelle. Il y a un troisième aspect, c'est l'aspect scientifique, c'est la recherche historique qui doit être garantie par l'État et non pas monopolisée.
il faut laisser la libre place aux chercheurs afin qu'ils puissent débattre sur la mémoire. Et il y aurait un quatrième aspect, c'est l'aspect pédagogique. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'enseignement de l'histoire, de la mémoire et des projets éducatifs autour de ce qui s'est passé à une époque conflictuelle. Et il y aurait un cinquième aspect, je pense que c'est assez important, qui n'est pas totalement évoqué dans les contextes de justice transitionnelle, mais qui est principal de mon point de vue, c'est l'aspect artistique et culturel. Il s'agit de laisser les artistes s'exprimer par le biais des films, des documentaires, des concerts, des musées, des expositions, afin qu'ils puissent s'emparer aussi, s'approprier de cette mémoire collective. Parce qu'en réalité, la mémoire, contrairement à l'histoire, la mémoire, c'est une production culturelle. Ça vient d'en bas aussi, principalement, c'est la société qui produit cette mémoire et c'est à elle qu'on doit finalement lui laisser les outils nécessaires pour qu'il puisse s'exprimer. Donc on voit qu'il y a une évolution importante dans les cadres de la justice transitionnelle. C'est un aspect qui est assez nouveau. Le rapport, c'est récent, c'est 2020, et on verra finalement comme cette mémorialisation de la justice transitionnelle pourrait s'appliquer dans des contextes nouveaux. Voilà, je vous en remercie.